Salut les jeunes cyclistes dynamiques, 2020 n'a pas été tendre avec tout le monde et je vous rassure avec moi non plus. Dans cette vidéo, on va faire une rétrospective de la saison dernière et dresser le plan pour la saison prochaine. Allez, c'est parti! Je m'appelle Nicolas, je suis cycliste amateur et sur cette chaîne, je vous aide à devenir meilleur sur un vélo en commentant des courses de l'intérieur, en vous donnant des conseils pour l'entraînement et en vous présentant du matériel. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir accès aux vidéos dès qu'elles sortent. Je pense que personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer en 2020. Ça aurait été une année compliquée pour tout le monde avec une période de pandémie que personne n'aura vu venir, plein de moments de partage qu'on n'aura malheureusement pas vécu et surtout des mois de doute à base de jacadis, pas de sortie. Pour ce qui me concerne, le bilan est assez mitigé entre un confinement qui m'a permis de plus penser à mon approche de la performance et une mise en pratique en compétition plutôt piteuse, il faut le dire. Donc 2020 aura été une année à deux visages pour moi. D'un côté, je suis plus fort que je n'ai jamais été, mais de l'autre, j'ai manqué presque tous les rendez-vous sportifs auxquels j'aurais aimé pouvoir être présent. Pour établir une comparaison entre 2019 et 2020, on peut par exemple considérer le volume horaire. À l'origine, je voulais m'entraîner un peu plus en 2020 pour être certain de poursuivre ma progression. Finalement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'augmentation de volume allait devenir un petit peu problématique parce que ça allait être compliqué de vouloir tout mener de front entre le boulot, le vélo, la chaîne YouTube et puis toute ma vie perso. Et être assez compliqué de tout faire rentrer dans 24 heures par jour, quoi. Donc à partir du premier confinement, j'ai décidé de réduire un petit peu les charges d'entraînement pour retomber sur un volume horaire qui ressemble à celui de l'année 2019 avec 577 heures en 2020 contre 573 heures en 2019, on est peu ou prou sur les mêmes volumes horaires. En 2019, j'ai commencé à apprendre à me servir de Training Peaks, mais il me manquait un truc clé, le manuel. Donc à l'été 2019, j'ai acheté le livre du cyclisme, je vous en affiche la couverture sur la vidéo juste maintenant, parce que mon exemplaire je l'ai prêté à un camarade du club. Et c'est à partir de la lecture de ce bouquin que j'ai commencé à vraiment comprendre les principes de la programmation annuelle de l'entraînement. Avant ça, je prenais des bouts de programme par-ci par-là, je les assemblais comme je pouvais, j'essayais de faire un truc un petit peu logique, mais il y avait aucun aspect de progressivité, aucun aspect de construction sur l'année et sur des cycles longs. Et aujourd'hui, grâce à la lecture de ce bouquin et à son application dans Training Peaks, j'ai une approche beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus académique de la manière dont on va programmer son année, du début de la préparation hivernale jusqu'à la fin de saison. Début 2020, j'ai aussi commencé un programme d'entraînement en ligne via The Sufferfest qui s'appelle Surf Coaching. Ça a été une expérience super sympa, d'autant que je streamais mes entraînements sur Twitch, ce qui m'a permis aussi d'entrer en contact avec vous, la communauté, sur un mode un peu plus direct et un peu plus interactif. Ça, j'ai vraiment apprécié, c'était vraiment cool. Niveau sportif, ça m'a vraiment permis de progresser énormément en peu de temps. Alors j'ai vraiment atteint des objectifs super vite. À la fin du programme de 12 semaines, j'avais explosé la moitié de mes objectifs et j'étais limite prêt à courir. Si vous voulez en savoir plus sur mon aventure avec The Sufferfest, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui s'affiche juste au-dessus. Pour ce qui concerne l'année 2020, je vous l'ai dit, il y a un petit peu deux volets. Premièrement, 2020, ça a vraiment été l'année pendant laquelle j'ai fait des progrès dans tous les compartiments physiques et je vais vous les exposer dans ce qui suit. L'année dernière, pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà, on s'était fixé des objectifs de performance mesurables que j'allais pouvoir comparer d'une saison à l'autre et je vais vous montrer un petit peu comment je me suis débrouillé par rapport aux objectifs que je m'étais fixés l'an dernier. Je suis très content de vous annoncer que je les ai presque tous dépassés et certains très largement. Ce qui veut dire que sans être devenu notoirement supérieur dans un ou plusieurs compartiments du jeu, entre guillemets, je suis quand même passé au niveau du dessus en termes de performance pure et je vais vous expliquer dans quelle mesure. Niveau explosivité, sur 5 secondes, je suis passé de 1013 watts à 1159 watts pour un objectif qui était fixé à 1100, donc ça fait quand même une belle progression. Si je fais le calcul, il y a plus de 100 watts de progression, donc c'est quand même beaucoup. Ce qui veut dire qu'en fait, je suis un poil plus explosif, j'ai un poil plus de force maximale, ce qui est un avantage en relance dans les courses de type critérium qui forment la majorité de mon calendrier de compétition. Sur les sprints plus longs, et là je vais prendre la puissance maximale sur 12 secondes, j'ai vraiment fait des progrès. On passe de 913 watts à 1043 watts. Et quand on compare avec l'objectif de 960 watts que je m'étais fixé, on comprend vraiment que j'ai fait de très gros progrès sur cette puissance-là.
Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est que cette année, j'arrive à me placer un peu mieux sur des petits groupes qui terminent au sprint. Au lieu de faire complètement dernier, eh bien, au moins j'arrive deuxième ou troisième. Je ne suis pas encore dominateur, mais j'ai un peu plus de répondants. Sur les efforts courts, et là on s'intéresse à la puissance maximale sur 1 minute, j'ai aussi pris un peu de plafond à 617 watts contre un objectif fixé à 620 watts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette progression, elle me donne un peu plus d'aisance sur les efforts courts et intenses du type le radar de Satori par exemple. Ce passage-là, je l'ai beaucoup moins senti que l'an dernier et pourtant on le passait beaucoup plus fort. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une certaine progression. Niveau PMA, donc la puissance maximale sur environ 5 minutes, on note également une progression notoire. Parce que, en fait, pour tout vous dire, avant je faisais mes tests de PMA sur la côte de l'Étang-la-Ville et maintenant elle est plus assez longue pour que je puisse arriver, enfin en tout cas pour que je puisse faire ça à bloc pendant 5 minutes. En gros, même départ arrêté, j'ai plus assez de route. Donc, ce qui fait que je dois délocaliser les tests PMA sur un autre endroit. Et en l'occurrence, c'est la côte de Beul qui elle est largement assez longue. Et quand on regarde les chiffres, à 394 watts contre 371 l'an dernier, il y a vraiment une bonne poursuite de la progression et je suis assez content que malgré le fait que je n'ai pas nécessairement augmenté le volume d'entraînement, j'ai quand même réussi à poursuivre ma progression sur la capacité aérobie. Au seuil, et là on va comparer les puissances maximales sur 20 minutes, j'ai également pas mal progressé. Alors que j'approchais timidement les 300 watts à la fin de l'année 2019, je suis monté jusqu'à 322 watts en fin de saison, autour du mois de septembre, et je pense qu'il y avait encore moyen d'aller gratter, allez, peut-être 5 watts de plus à la fin du mois d'octobre, mais j'ai pas testé malheureusement. Ce sont les progrès sur cette valeur qui m'ont permis de me rapprocher un petit peu des meilleurs en contre-la-montre. Ça, c'est pour les aspects positifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que JCD 2020 est plus fort que JCD 2019. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire qu'en termes d'état sportif, ça a converti? On va le voir dans la suite de la vidéo. Niveau résultats sportifs, vous l'avez vu comme moi, on n'est pas sur un millésime exceptionnel. Alors, c'est que ma deuxième saison en compétition, mais compte tenu de ma saison précédente et des progrès que je viens de vous exposer, je me disais que peut-être il y avait moyen de continuer à faire des bonnes places, de faire une saison du même ordre, avec éventuellement des bonnes places et pourquoi pas un podium et pourquoi pas éventuellement gagner à nouveau. Cependant, les statistiques parlent d'elles-mêmes. 0 victoire, 0 podium, 0 top 10, meilleure performance individuelle. Une 13e place à la Garenne-Colombe. On dirait un petit peu l'état de forme du FC Nantes, quoi. Genre, pas de grosses défaites, mais aucune victoire. Après, malgré tout, on ne peut pas résumer mon année sportive à ces 4 statistiques qui sont un peu piteuses, quoi, pour le moins négatives. Et j'ai quand même quelques points positifs à retenir de cette année sportive 2020. En chrono, j'ai vraiment l'impression d'être monté d'une classe, puisqu'à Béton Baza, je termine 3e des 3e catégories et devant quelques coureurs de 2e catégorie. Et au chrono des championnats d'Île-de-France contre la montre, je termine à moins de 3 minutes du vainqueur. Quand on compare au fait que j'étais à presque 5 minutes du vainqueur l'an dernier, on note quand même un progrès notoire. Alors je suis pas au niveau pour être proche de celui des premières catégories, mais je me rapproche progressivement des bonnes places. Et c'est d'ailleurs sur ce chrono que j'ai eu mon premier classement sur le Direct Vélo. Vous pouvez aller voir directvelo.com et chercher Nicolas Gervais. J'ai une 24e place au chrono des Île-de-France. Méga fierté. Ensuite, avec l'équipe 3e catégorie et junior, on a quand même réussi de bonnes performances collectives avec 2 prix d'équipe, 3 victoires dont 1 doublé. Et même si je n'ai jamais approché le podium d'un point de vue individuel, on a quand même un jeu tactique bien rodé, ce qui nous permet de nous faire confiance les uns les autres et d'arriver à faire en sorte de bien figurer dans toutes les configurations. Dernier point positif, et on en reparlera un peu plus tard, j'ai vécu un truc super étonnant en fin de saison. J'ai eu une sorte de pic de forme sur la fin du mois de septembre, au début du mois d'octobre, que j'avais pas du tout prévu. Et là, je vais décortiquer un petit peu pourquoi c'est arrivé. Alors, il est probablement consécutif au fait que j'avais dû effectuer une sorte de coupure forcée au mois d'août, ce qui m'a permis de me reposer et de mieux repartir sur une pente de progression, mais aussi à l'intégration de courses au Zwift, que je n'avais pas du tout imaginé comme étant capable de provoquer un pic de forme. Alors c'est pas seulement un point positif parce qu'il y a eu une progression effective, mais c'est aussi une clé de plus pour mieux comprendre mon fonctionnement et puis arriver à provoquer ces pics de performance au bon moment. Alors du coup, qu'est-ce qui a bien pu manquer en 2020 puisque les watts sont là, que l'envie est là et qu'en plus on a effectué les journées de course? Eh bien, je vais vous l'expliquer dans la suite de la vidéo. Le point majeur, et je pense qu'on en a déjà parlé, vous le connaissez déjà, c'est celui de l'affirmation dans le peloton. Alors, un peu comme dans la vie de tous les jours, j'ai une attitude plutôt sympa et peu affirmée pendant la course.
Alors, je dis pas qu'il faut subitement devenir un énorme enfoiré pour arriver à gagner, mais comme la courtoisie ne jamais fait gagner des courses et que c'est aussi vrai à mon niveau de compétition, il faut que je change un petit peu d'approche. Mais d'abord, on va analyser un petit peu ce qui s'est passé en 2021 pour comprendre mieux comment je peux faire pour mieux y arriver en 2021. Pour commencer, par rapport à l'an dernier, il y a beaucoup plus d'activité dans le peloton. C'est beaucoup plus mouvant, il y a beaucoup plus d'agitation, de tension et de fébrilité. Et ça, franchement, quand je suis arrivé dans les pelotons en 2021, c'était quand même vachement nouveau pour moi. Il n'y avait pas tant d'engagement en départemental. Les espaces entre les coureurs étaient beaucoup plus grands, il y avait très peu de contacts, c'était vraiment très rare. Du coup, j'avais comme l'impression de sauter un petit peu d'un coup dans le grand bain. Par ailleurs, et c'est un petit peu la double peine, les courses destinées aux 3e catégorie et juniors en Ile-de-France sont surtout des critériums urbains sur des parcours un petit peu nerveux qui favorisent la prise de risque, qui favorisent le contact et les coureurs assertifs. Par ailleurs, c'était vraiment un type de course que je connaissais très mal en 2019 puisque j'en ai couru quasiment aucun, je crois juste un que j'ai bâché. Donc pour vous dire, c'était quand même beaucoup de choses qui ont changé. J'ai l'impression d'arriver dans un sport un peu différent. Donc ça, c'est vraiment un des premiers éléments et un des éléments majeurs qui m'a pas du tout permis de performer au niveau supérieur en 2020. Deuxième point, qui est peut-être un petit peu moins important que le premier, mais quand même, c'est la question de la puissance en fin de course. Parce que toutes les données que je vous ai données juste avant, là, dans la partie précédente de la vidéo, sont des données que j'ai obtenues frais, sans fatigue avant. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'est bien joli, mais comme la course en général, elle se joue pas dans les 15 premières minutes, mais plutôt dans les 40 dernières, si j'ai pas les watts dans ces dernières minutes, je vais servir à rien et je pourrais pas garantir de place ou en prendre une, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on remarque, finalement, avoir des watts frais, ça me permet d'avoir des performances honorables sur les courses de type contre la montre, mais pas du tout, en tout cas beaucoup moins, sur des compétitions qui vont durer 2 heures, voire 2 heures et demie, 3 heures. Donc pour ça, il y a vraiment un truc à aller regarder, côté développement de puissance en fin de course. J'ai notamment ressenti un gros manque de jus à partir de la 2e heure de course, c'est vraiment le moment où ça devenait un peu difficile, surtout aux allures de type seuil, où vraiment je m'imaginais que, en général, dans les plans de course que je faisais dans ma tête, je me disais peut-être que tu peux te barrer dans la dernière partie de la course et essayer de partir soit seul ou 2-3 quoi. Sauf qu'en réalité, j'avais plus du tout de jus, rien à donner. Et ça a vraiment handicapé dans ma capacité à aller chercher des places en fin de course. Puisque je me retrouvais avec des valeurs de puissance qui n'étaient finalement qu'une fraction de celles que je pensais pouvoir maintenir sur une durée donnée. Alors, naturellement, j'ai pas juste fait ces constats pour le kiff de dire ah c'était nul, je vais proposer des pistes de progression pour l'année 2021. Donc par exemple, pour régler le problème de la puissance en fin de course, c'est ce que je fais depuis le début de cet hiver, c'est de travailler la puissance avec fatigue en fin de sortie. Par exemple, à la fin d'une sortie longue, je vais aller faire 20, 30, 40 minutes autour de l'allure seuil pour habituer le corps à gérer ce type d'effort en fin de sortie. Je pense que ça aura 2 vertus, une vertu d'expérience, un petit peu pour me dire que c'est possible et que la douleur est surmontable dans ce genre de situation, pour pouvoir toujours en donner un peu plus, mais aussi des vertus physiologiques, en gros entraîner mon corps à mieux gérer cette sensation de brûlure, cette acidose musculaire qui a tendance à faire baisser les puissances fournies en fin de course. Pour l'assertivité, qui est vraiment le gros chantier de 2021, les techniques que je vais mettre en place ne sont pas spécialement compliquées, elles vont surtout partir sur de la question du conditionnement mental, sur en gros avec quelle mentalité, avec quelle attitude je rentre dans la semaine qui précède la course et dans le jour de la course. Tout ça passera par une attitude beaucoup plus offensive autour de la course. Donc, on oublie les marchandages du type je suis pas en forme, j'ai pas l'impression que je peux gagner ou je vais être dans un rôle d'équipier. Non, ça on arrête. L'objectif c'est vraiment de toujours penser à la victoire, qu'elle soit individuelle ou collective. Et pendant la course, ça va se traduire par on va arrêter les politesses, on va arrêter d'éviter la confrontation et on va aller au contact si c'est nécessaire. Je pense aujourd'hui avoir les qualités physiques pour bien figurer dans ces compétitions. Il ne manque plus que le surplus de volonté et d'assertivité. Dernier point intéressant pour gratter les quelques watts qui vont manquer à l'approche des courses importante, c'est de revoir l'affûtage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu une sorte de pic de forme un peu inespéré entre la fin du mois de septembre 2020 et le début du mois d'octobre, et je l'attribue notamment à l'intégration de pas mal de courses Zwift. Donc l'expérience que j'ai envie de mener en 2021, c'est de systématiser cette approche de l'affûtage au travers de la compétition sur Zwift. Au lieu finalement de pas trop savoir quoi faire pendant ces 1 à 2 semaines qui précèdent les compétitions importantes, je vais les passer à concourir sur Zwift. Faut imaginer qu'on aurait entre 3 et 4 courses Zwift étalées sur la semaine pour vraiment pouvoir travailler que les triples d'intensité et se donner un peu plus de régime à l'approche des grosses compétitions. Et puis, si on peut rigoler et décrocher des petits succès sur Zwift, franchement, je vais pas me priver.
Et voilà, vous savez désormais les grandes lignes de ma préparation pour 2021. Naturellement, je prépare tout un tas de choses pour la chaîne dont je n'ai pas eu l'occasion de parler ici. Le tout arrive très bientôt et d'ici là, je vous dis allez,